Camille sourit poliment quand elle a envie de hurler. Thomas dit oui alors qu'il pense non. Sarah gère, organise, planifie parce que l'incertitude lui tord le ventre. Lucas est discret, effacé. Il préfère disparaître que déranger. Élise cherche la perfection dans tout ce qu'elle fait pour ne pas subir de reproches. Ils ont des prénoms différents, des vies différentes, mais un point commun. Chacun porte ce que l'on appelle un masque social, un masque devenu habituel, installé depuis longtemps. Bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute. Depuis des années, j'accompagne des femmes, des hommes et des couples à comprendre leur comportement et à les transformer. Je m'appuie notamment sur la psychologie adlérienne qui considère que notre histoire laisse des traces, mais que nos comportements prennent surtout sens dans la direction que nous leur donnons aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement d'où vient un comportement, c'est surtout quel but il poursuit. Mon travail est centré sur l'autonomie émotionnelle, sortir des stratégies automatiques pour entrer dans une vie plus en accord avec soi. Dans cet épisode, on va parler des blessures émotionnelles sous un autre angle que le pourquoi. Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Tu sais déjà pourquoi. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est un autre regard. Observer ce que ta blessure émotionnelle a installé comme masque sur ton cœur. Sourire quand ça fait mal, dire oui quand tout en toi recule, contrôler, disparaître, viser le parfait. Ces comportements ont une logique, ils ont eu une fonction, ils t'ont aidé à rester debout, mais quand ils deviennent automatiques, ils finissent par t'enfermer et te faire souffrir. Ensemble, on va explorer chaque masque, un par un, on va regarder l'objectif, souvent inconscient, que ces stratégies cherchent à atteindre et ce qu'elles tentent de compenser. Et puis on va ouvrir une autre direction, celle de l'autonomie émotionnelle. Alors si tu veux vraiment comprendre et actionner un changement dans ta vie, reste avec moi jusqu'à la fin. Je te donnerai une mini pratique simple pour commencer à sortir du pilotage automatique. C'est quoi une blessure émotionnelle? Ce n'est pas forcément un événement violent, ça peut l'être, et si c'est ton cas, c'est réel et ça compte. Mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus silencieux, une absence répétée, un besoin qu'on n'a jamais vraiment vu, une maison où les émotions ne trouvaient pas leur place, des mots qui revenaient trop souvent ou au contraire, qui ne venaient jamais. Ce qui fait la blessure, ce n'est pas forcément la violence de ce qui s'est passé, c'est l'impact répété sur un besoin relationnel fondamental qui n'a pas été sécurisé de façon stable. Le besoin d'appartenir, de se sentir en sécurité, d'être reconnu, respecté, de vivre dans un environnement suffisamment prévisible. Ces besoins-là ne sont pas des caprices, ils sont constitutifs de notre développement. Et quand ils ne sont pas comblés de manière fiable, l'enfant s'adapte. Il ne le décide pas consciemment, il ne se dit pas « voilà ma stratégie », non, il apprend progressivement une manière qui lui permet de rester en lien, d'obtenir un minimum de sécurité, de continuer à avancer. Et cette manière d'être, elle fonctionne. Elle est même parfois brillante d'efficacité. Le problème, c'est qu'elle devient automatique. Elle se grave à l'intérieur, elle s'installe comme un réflexe et un jour, tu es adulte, le contexte a changé, mais le réflexe, lui, est toujours là. Il se déclenche sans que tu l'aies choisi. Et je veux être claire avec toi ici. Je ne parle pas de déterminisme. Ton histoire n'est pas une prison. Ce que je dis, c'est simplement qu'il y a une logique, une direction relationnelle qui a été apprise. La bonne nouvelle, c'est que ce qui est appris peut être observé, ce qui est observé peut être questionné, ce qui est questionné peut changer. Voilà pourquoi dans cet épisode, je ne vais pas te demander de fouiller ton passé, je vais te demander de regarder comment tu te comportes aujourd'hui, parce que le masque, lui, il est visible. Ce qui est invisible, c'est le but qu'il cherche à atteindre, et c'est exactement ça qu'on va aller débusquer maintenant, masque par masque. 5 prénoms, 5 masques, 5 façons différentes de répondre à la même chose. On va les prendre un par un pour les comprendre profondément, pour voir ce qu'ils cherchent, ce qu'ils coûtent
et où une autre direction devient possible. On commence avec Camille. Camille sourit poliment quand elle a envie de hurler. En réunion, quelqu'un lui coupe la parole, elle sourit. Son partenaire dit quelque chose qui la blesse, elle sourit. Elle est épuisée, dépassée, à bout, elle sourit et elle dit « ça va ». De l'extérieur, Camille est douce, agréable, facile à vivre. On dit d'elle qu'elle a un bon caractère. Mais ce sourire, il ne vient pas de la sécurité, il vient d'ailleurs. Camille a peut-être grandi dans un environnement où les émotions fortes dérangeaient, où pleurer, s'énerver ou simplement dire que ça n'allait pas créait une tension dans la pièce. Ou alors, c'est plus subtil que ça. Un parent fragile qu'elle ne voulait pas inquiéter, une famille où l'on gardait tout pour soi par habitude. Elle a appris très tôt que montrer ce qu'elle ressentait vraiment avait un coût relationnel. La blessure qui s'est installée, c'est celle-là, la peur de ne pas être aimable telle qu'elle est vraiment. Et le masque qu'elle a développé, le sourire qui cache, est devenu sa façon de rester en lien. Ce que Camille cherche à travers ce masque, c'est à rester acceptable, rester aimée, rester dans le lien. Quelque part, elle a appris, pas avec des mots mais avec des expériences, que montrer ce qu'elle ressent vraiment, ça risque de déranger, de décevoir, de faire fuir. Alors, elle lisse, elle adapte, elle s'efface juste assez pour que la relation tienne. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie qui a fonctionné. Sauf que cette stratégie se retourne contre elle, la colère qui ne sort pas ne disparaît pas, elle se retourne contre elle-même. Elle devient une fatigue chronique, une irritabilité sourde, parfois une tristesse qu'elle n'arrive pas à expliquer, ou un corps qui finit par parler à sa place. Tension, insomnie, ce nœud permanent dans la gorge. Et puis, il y a autre chose, plus insidieux. Camille ne sait plus très bien ce qu'elle ressent vraiment. À force de sourire par réflexe, le signal intérieur s'est brouillé. Le masque de Camille bute sur un point précis, elle ne peut pas poser une limite. Pas parce qu'elle ne sait pas comment faire, mais parce que poser une limite, ça implique de montrer qu'elle n'est pas d'accord, que quelque chose ne lui convient pas, et ça pour elle, c'est prendre le risque de perdre le lien. Alors, elle préfère se taire et sourire. Ce que Camille a à apprendre, ce n'est pas à hurler, c'est à tolérer l'inconfort d'être vrai. Dire « ça ne m'a pas plu », sans que ce soit une rupture avec l'autre. Laisser une émotion être visible sans que ça devienne une catastrophe relationnelle. Découvrir que le lien peut tenir, même quand elle prend de la place. Alors, bien sûr, ce n'est pas naturel au début, c'est même très inconfortable, mais c'est de ce côté-là que se trouve la présence réelle, pas le sourire de façade, la connexion authentique. Et quand Camille sourit, Thomas, lui, acquiesce. Le geste est différent, la logique est la même, ne pas prendre le risque de déranger. Au bureau, à ses amis, à sa famille, toujours disponible, toujours arrangeant. On lui demande de rester plus tard, il dit oui. Son ami lui propose quelque chose qui ne lui convient pas vraiment, il dit oui. Sa famille attend quelque chose de lui qu'il n'a pas envie de donner, il dit oui. Et il rentre chez lui le soir avec ce sentiment étrange d'avoir encore une fois trahi quelque chose en lui, mais il ne saurait pas quoi dire exactement. De l'extérieur, Thomas est fiable, disponible, on sait qu'on peut compter sur lui, on dit de lui que c'est quelqu'un de bien. Mais ce oui ne vient pas de l'élan, il vient de la peur. Thomas a peut-être grandi dans un environnement où le conflit était pesant, où l'opposition créait une atmosphère lourde, des silences qui duraient, des tensions qu'on ne résolvait pas, ou peut-être que ses besoins à lui passaient toujours après ceux des autres, pas par cruauté mais juste parce que c'était comme ça. Il a appris que dire non, c'est créer un problème, que céder, c'est préserver la paix. La blessure qui s'est installée, c'est celle-là. La peur de décevoir et de perdre sa place dans le lien. Et le masque qu'il a développé, le oui qui étouffe, est devenu sa façon de rester acceptable aux yeux des autres. Ce que Thomas cherche à travers ce masque, c'est à éviter le conflit, maintenir la paix, ne pas décevoir. Il a appris que le non crée des fictions, que décevoir quelqu'un a des conséquences sur le regard qu'on pose sur lui, sur la place qu'il occupe, sur la qualité du lien. Alors, il anticipe,
Il cède avant même qu'on lui demande vraiment. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une façon de survivre dans le lien, une façon qui a marché jusqu'ici. Sauf que ce oui permanent l'épuise, pas physiquement seulement, mais intérieurement. À force de se plier, il perd le fil de ce qu'il veut vraiment, ses propres besoins deviennent flous, secondaires, presque illégitimes, et un ressentiment s'installe, discret mais tenace, envers ceux à qui il a dit oui, alors que ce sont eux qui lui ont le moins demandé. Et puis, il y a cette solitude paradoxale. Thomas est entouré, sollicité, mais personne ne le connaît vraiment, parce que personne ne rencontre jamais ce qu'il pense vraiment. Le masque de Thomas révèle sa faille à un endroit précis. Il ne peut pas décevoir, parce que décevoir quelqu'un dans sa logique intérieure, c'est risquer de perdre sa place, d'être jugé, d'être moins aimé. Alors il préfère se trahir et dire oui. Ce que Thomas a à apprendre, ce n'est pas à dire non à tout, c'est distinguer le oui choisi du oui subi. Un oui qui vient d'un élan naturel nourrit le lien. Un oui qui vient de la peur nourrit le vide. Apprendre à marquer une pause avant de répondre, se demander « est-ce que je veux vraiment ça ou est-ce que j'évite quelque chose ?» C'est là que commence le choix conscient et découvrir progressivement qu'un non posé avec respect ne détruit pas le lien, il lui donne une profondeur qu'il n'avait pas auparavant. Je vais à présent te parler de Sarah. Sarah gère, organise, planifie, toujours et tout. Les vacances sont réservées 6 mois à l'avance, les repas de famille sont cadrés, les agendas synchronisés, les imprévus anticipés autant que possible. Et quand quelque chose échappe à sa maîtrise, un retard, un changement de dernière minute, une situation floue, son ventre se serre. De l'extérieur, Sarah est efficace, rassurante. On aime la voir dans une équipe, dans une famille, dans un projet. On dit d'elle qu'elle est solide. Mais ce besoin de tout tenir, il ne vient pas d'un goût pour l'organisation, il vient de bien plus loin. Sarah a peut-être grandi dans un environnement imprévisible, pas forcément chaotique de l'extérieur, mais instable intérieurement. Un parent dont l'humeur changeait sans prévenir, une atmosphère à la maison qu'on ne pouvait pas anticiper, ou peut-être simplement trop d'incertitudes, trop tôt, sans adulte pour la contenir. Elle a appris que si elle ne tenait pas les choses, personne ne le ferait. La blessure qui s'est installée en elle, c'est la peur de l'imprévu et de l'instabilité, ce sentiment que si elle lâche, tout peut basculer, et le masque qu'elle a développé, le contrôle qui rassure, est devenu sa façon de tenir le monde à distance de ce qu'elle redoute le plus. Ce que Sarah cherche vraiment à travers ce masque, c'est un sentiment de sécurité. Si tout est prévu, rien ne peut vraiment la surprendre. Si elle tient les rênes, elle ne subit pas. Alors elle contrôle, pas pour dominer, mais pour ne pas avoir peur. Sauf que cette vigilance permanente l'use. Sarah est épuisée d'une fatigue qu'elle minimise, parce que s'arrêter, c'est déjà perdre prise. Elle a du mal à déléguer, pas par manque de confiance dans les autres, mais parce que si ce n'est pas elle qui tient, quelque chose pourrait se défaire, et cette tension constante la ronge de l'intérieur. Et il y a aussi ce qu'elle ne vit pas, les moments spontanés qui lui glissent entre les doigts parce qu'ils n'étaient pas prévus, la légèreté qu'elle observe chez les autres sans vraiment y accéder. Le masque de Sarah atteint ses limites à un endroit précis, elle ne peut pas lâcher prise, même quand elle le veut, même quand elle sait, intellectuellement, que ce serait bien pour elle. Son corps se tend, son esprit s'emballe et elle reprend la main, presque malgré elle, parce que lâcher prise, dans sa logique intérieure, c'est s'exposer à ce que quelque chose de mauvais arrive, et ça, elle ne peut absolument pas se le permettre. Ce que Sarah a à apprendre, ce n'est pas tout laisser tomber, c'est à distinguer la vigilance utile de la vigilance épuisante. Expérimenter dans des situations à faible enjeu que l'imprévu ne détruit pas tout, que parfois ce qui arrive sans être planifié peut être même meilleur que ce qui était prévu. Construire progressivement une nouvelle expérience de la sécurité, une sécurité qui vient de l'intérieur, pas du contrôle de l'extérieur.
Lucas, lui, disparaît. Pas physiquement, mais dans une pièce, il occupe le moins de place possible. Il parle peu, il n'impose jamais son avis. Si on ne lui pose pas la question, il ne répond pas. Et même quand on lui pose la question, il minimise, arrondit, s'adapte à ce qu'il perçoit qu'on attend de lui. De l'extérieur, Lucas est discret, humble, sans ego apparent. On dit de lui qu'il est facile à vivre. Mais cet effacement ne vient pas d'une nature tranquille, il vient d'une décision ancienne, prise sans vraiment le décider. Lucas a peut-être grandi dans un environnement où prendre de la place avait des conséquences, où s'exprimer attirait une attention qui faisait mal, une critique, une moquerie, un regard qui jugeait, ou peut-être l'inverse, un environnement si chargé, si accaparé par les besoins des autres, qu'il a appris à ne pas rajouter du poids, à se faire petit pour ne pas alourdir. La blessure qui s'est installée, c'est celle-ci, la peur d'être de trop, la crainte profonde que sa présence dérange plutôt qu'elle n'enrichisse, et le masque qu'il a développé, l'effacement qui protège, est devenu sa façon de rester en sécurité en restant invisible. Ce que Lucas cherche à travers ce masque, c'est à ne pas déranger, ne pas être un poids, ne pas s'exposer au rejet. Il a appris que prendre de la place attire l'attention, et que l'attention peut faire mal. Alors il s'efface. S'il ne se montre pas, il ne peut pas être rejeté. S'il ne demande rien, il ne peut pas être refusé. C'est une protection discrète, efficace et très coûteuse. Cette invisibilité l'isole. Lucas est seul, entouré parfois, mais seul, parce que personne ne peut vraiment le rejoindre là où il est. Il n'indique jamais où il est. Ses besoins ne sont jamais exprimés, donc jamais comblés, et avec le temps, il finit par douter de sa propre valeur. Si je ne compte pas assez pour prendre de la place, c'est peut-être que je ne compte pas vraiment. Et il y a cette frustration silencieuse, des envies non exprimées, des projets gardés pour lui, une vie qui passe en retrait de lui-même. Le masque de Lucas montre sa limite à cet endroit précis, il ne peut pas se montrer. Pas dans le sens spectaculaire du terme, juste dire ce qu'il veut vraiment, exprimer un désaccord, occuper l'espace qui lui revient légitimement. Et chaque fois qu'il essaie, quelque chose en lui le freine. La peur d'être trop et même d'être de trop. Ce que Lucas a à apprendre, ce n'est pas à devenir expansif, c'est à se permettre d'exister dans le regard des autres. Commencer petit, donner un avis sur quelque chose de concret, exprimer une préférence, rester dans la pièce quand l'envie de disparaître se présente et découvrir progressivement que prendre de la place ne provoque pas ce qu'il redoutait, que sa présence, loin de déranger, peut même manquer quand il est absent. Pour Élise, c'est différent en apparence, et pourtant c'est la même logique. Elle ne s'efface pas, elle excelle. Ses rendus sont impeccables, son travail est irréprochable, elle se prépare 2 fois plus que les autres, vérifie, recommence, peaufine. Quand elle fait une erreur, même minime, même invisible pour tout le monde sauf elle, quelque chose en elle s'effondre. De l'extérieur, Élise est brillante, rigoureuse, exemplaire. On dit d'elle qu'elle a des standards élevés. Mais cette quête de perfection ne vient pas d'un amour de l'excellence, elle vient d'une peur du reproche. Élise a peut-être grandi dans un environnement où l'erreur n'était pas accueillie avec bienveillance, où se tromper avait des conséquences, une déception visible, une remarque qui faisait mal, un standard implicite mais omniprésent. Pas forcément de la dureté intentionnelle, parfois juste des adultes exigeants, eux-mêmes perfectionnistes, qui ne savaient pas accueillir l'imperfection parce qu'ils ne savaient pas accueillir la leur. La blessure qui s'est installée chez Élise, c'est la peur du reproche et du jugement, ce sentiment que sa valeur dépend de ce qu'elle produit, et le masque qu'elle a développé, la perfection qui défend, est devenu son armure contre toute critique possible. Ce qu'Élise cherche à travers ce masque, c'est se rendre inattaquable. Si son travail est parfait, personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. Si elle anticipe toutes les critiques, aucune ne peut l'atteindre. Elle a appris que l'erreur expose, qu'elle fragilise la place qu'on occupe, alors elle perfectionne, elle devance. Ce n'est pas de l'ambition, c'est une armure.
Sauf que cette armure ne se retire jamais. Élise ne se repose jamais vraiment, même quand tout va bien, la vigilance reste. Le prochain projet, la prochaine évaluation, la prochaine occasion d'être jugée. Elle vit dans un état de tension chronique qu'elle a normalisé depuis si longtemps qu'elle ne le voit même plus. Et puis, il y a ce qu'elle ne tente pas, les projets qu'elle n'engage pas, parce qu'elle ne pourrait pas les faire parfaitement, les prises de risques évitées, la créativité bridée par l'exigence, une vie rétrécie autour de ce qu'elle maîtrise. Le masque d'Élise craque à cet endroit précis, elle ne peut pas se permettre l'erreur. Pas une erreur grave, une erreur ordinaire, celle qui fait partie de tout apprentissage, de toute relation, de toute vie humaine. Pour elle, chaque imperfection est une menace, une fissure dans l'armure. Alors elle redouble d'efforts et elle s'épuise à tenir quelque chose qui ne peut évidemment pas tenir indéfiniment. Ce qu'Élise a à apprendre, ce n'est pas à baisser ses standards, c'est à dissocier la qualité de son travail de sa valeur en tant que personne. C'est dissocier la qualité de son travail de sa valeur en tant que personne. Expérimenter que rendre quelque chose d'imparfait ne provoque pas le rejet qu'elle anticipe, que l'erreur peut être accueillie, parfois même avec bienveillance, et construire progressivement une sécurité intérieure qui ne dépend plus du regard extérieur, une valeur qui ne se prouve plus, mais qui se ressent. Camille, Thomas, Sarah, Lucas, Élise, 5 prénoms, 5 masques. Tu t'es peut-être reconnu dans l'un d'eux, peut-être dans plusieurs, peut-être que tu en reconnais un chez quelqu'un que tu aimes. Ce que je veux te dire maintenant, c'est la chose la plus importante de cet épisode, celle qui change tout. Ce qui enferme, ce n'est pas la blessure. Je vais répéter ça parce que c'est important. Ce qui enferme, ce n'est pas la blessure. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ce n'est pas ton enfance, le contexte, l'environnement dans lequel tu as grandi. Ce qui enferme, c'est la rigidité du moyen. Camille peut sourire ou elle peut choisir de dire ce qu'elle ressent. Thomas peut dire oui ou il peut choisir de marquer une pause. Sarah peut planifier ou elle peut choisir de laisser quelque chose advenir. Lucas peut s'effacer ou il peut choisir de rester visible. Élise peut viser l'excellence, mais elle peut aussi choisir de rendre quelque chose d'imparfait. Le comportement n'est pas le problème, l'automatisme l'est. Quand le masque devient le seul outil disponible, quand il se déclenche sans que tu l'aies choisi, sans que tu aies eu le temps de te demander si c'est vraiment ce que tu voulais faire, là, il t'enferme. Pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il est devenu automatique. Ce que j'observe en consultation, c'est que le plus grand soulagement ne vient pas du moment où quelqu'un comprend sa blessure. Il vient du moment où cette personne réalise qu'elle a le choix. Le masque n'est pas une fatalité et l'automatisme peut se dénouer. Et c'est exactement là qu'entre en jeu ce que j'appelle l'autonomie émotionnelle. L'autonomie émotionnelle, ce n'est pas ne plus ressentir, ce n'est pas effacer ses blessures ou faire comme si elles n'avaient pas existé. C'est 3 choses et dans cet ordre. D'abord, reconnaître son but. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans ce moment? De la sécurité? Du lien? De la reconnaissance? Être capable de nommer ça, c'est déjà sortir du pilotage automatique. Ensuite, choisir consciemment ses moyens. Est-ce que le moyen que je suis en train d'utiliser m'amène vraiment là où je veux aller? Ou est-ce qu'il me protège d'une peur qui n'est peut-être plus aussi réelle qu'avant? Et enfin, rester en lien sans se trahir, parce que l'objectif n'est pas de tout dire à tout le monde, de tout exposer, de tout changer du jour au lendemain. L'objectif, c'est de ne plus avoir à choisir entre soi et le lien à l'autre, de découvrir que les deux peuvent coexister. Dans mon cabinet, j'accompagne des personnes qui portent ces masques depuis des années, et ce qui me touche à chaque fois, c'est de voir le moment où quelqu'un comprend que ce n'est pas lui le problème, c'est l'automatisme, et que ça peut changer. Tomber le masque, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, ce n'est pas trahir ce qu'on a vécu, c'est simplement enlever l'automatisme, garder ce qui est utile et laisser partir ce qui coûte trop cher. Le masque social donne une place, l'autonomie émotionnelle donne une présence, et ce n'est pas du tout
la même chose. Tu viens de comprendre quelque chose d'important sur ton masque, sur ce qu'il cherche et sur ce qu'il te coûte. Maintenant, je ne veux pas te laisser avec ça dans la tête sans te donner quelque chose de concret à faire. Parce que comprendre, c'est un début, mais c'est dans le faire et l'action que quelque chose se dépose vraiment. Alors, je te propose un exercice simple et accessible à faire cette semaine. Je te propose ici 4 questions. La première, quel est ton masque dominant, celui qui revient le plus souvent, celui où tu t'es reconnu tout à l'heure, le sourire qui cache, le oui qui étouffe, le contrôle qui rassure, l'effacement qui protège ou la perfection qui défend. La deuxième question, quel but poursuit-il? Est-ce que c'est garder la possibilité d'être aimé, éviter le conflit, tenir à distance l'imprévu, ne pas déranger, se rendre inattaquable? Nomme-le simplement sans te juger. La troisième, quel est son coût actuel dans ta vie? Pas dans l'absolu, mais aujourd'hui, concrètement, ce que tu n'exprimes pas, ce que tu portes seul, ce à quoi tu renonces sans même t'en rendre compte. Et enfin, la dernière question, dans quelle situation cette semaine est-ce que ce masque risque de se déclencher? Une réunion, un repas de famille, une conversation difficile, une situation du quotidien? Identifie-la à l'avance. Et maintenant, voilà ce que je te propose quand ce moment-là va se présenter à toi. Quand tu le sens arriver, ce réflexe familier, cette envie de sourire, de dire oui, de contrôler, de disparaître, de perfectionner, fais 3 choses. D'abord, remarque, sans te juger, juste observer ce qui se passe en toi. Là, je suis en train de sourire alors que je n'en ai pas envie. Là, je suis sur le point de dire oui alors que tout en moi dit non. Nommer ce qui se passe, c'est déjà sortir de l'automatisme. Ensuite, marque une pause, même courte, une respiration, 2 secondes, juste assez pour créer un espace entre ce qui se déclenche en toi et ce que tu vas faire. Cet espace, aussi petit soit-il, c'est là que se trouve ta liberté. Et enfin, pose-toi une seule question à ce moment-là. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ce moment? Pas ce que je devrais vouloir, pas ce qu'on attend de moi, ce que moi je veux. Tu n'es pas obligé de tout changer, ni de faire autrement à chaque fois. L'objectif cette semaine, c'est juste de remarquer, de faire une pause, de te poser la question, car c'est dans ces micro-moments que l'autonomie émotionnelle commence à se construire, pas dans les grandes décisions, mais dans les petits espaces que tu t'accordes, jour après jour. Ce que je t'invite à retenir aujourd'hui, c'est ceci. Le masque n'est pas une fatalité, il n'est ni une tare ni une faiblesse, c'est une adaptation, l'intelligence d'un enfant qui a trouvé sa façon de rester debout, de rester en lien, de continuer à avancer. Et cet enfant, il mérite d'être regardé avec bienveillance. Ce travail ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, il consiste à habiter ta place avec plus de justesse, à reconnaître ce qui se déclenche en toi avant que l'automatisme ne prenne toute la place, à sortir progressivement du pilotage automatique pour entrer dans quelque chose de plus choisi, de plus conscient, de plus en accord avec qui tu es vraiment. Tu peux rester en lien tout en te respectant et tu peux te choisir autrement. Je crois profondément que c'est en osant regarder nos fonctionnements avec honnêteté, en apprenant à faire autrement dans nos relations, que nous pouvons nous transformer et offrir à ceux que nous aimons une manière plus consciente d'entrer en lien avec eux-mêmes et avec les autres. Tous les liens pour me contacter sont dans la description. J'y ai également glissé le lien vers mon ouvrage « Je deviens émotionnellement autonome », un chemin de transformation intérieure entre théorie et pratique pour construire cette autonomie dont on a parlé aujourd'hui. Si cet épisode t'a touché, partage-le autour de toi et je t'invite à t'abonner au podcast et à laisser 5 étoiles, un petit geste pour toi qui a beaucoup de sens pour moi. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle.
D'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.